Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Ici et Maintenant 95.2 FM. Donc la bienvenue ce soir pour cette émission de santé et spiritualité. Ce soir, bien, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Blo-Lefebvre. Bonsoir, comment allez-vous? Bien, je suis ravi de vous retrouver après quelques mois d'absence. Oui, merci d'être avec nous, Philippe Blo-Lefebvre. Alors, vous n'êtes pas seul. On essaiera de connaître la personne qui vous accompagne dans quelques instants. Mais tout d'abord, parlons de vous, Philippe Blo-Lefebvre. Vous êtes expert en géométrie sacrée. Vos expertises reposent surtout grâce à votre solide expérience de grand manager et de coach. Vous êtes écrivain, conférencier, coach technique, formateur international. Vous avez un parcours très riche et très intéressant qu'il serait sans doute difficile de détailler et de développer en seulement quelques minutes, mais tout de même si ce n'est pas forcément toujours facile de parler de soi, pouvez-vous, avant qu'on commence l'émission et le thème que vous avez choisi pour cette émission, nous dire quel a été le premier déclic qui vous a amené sur cette voie sur laquelle vous vous trouvez aujourd'hui? Merci, oui, bien sûr, je peux. Quand on est un slasher et qu'on a fait beaucoup de métiers, il ne faut surtout pas les décrire tous les uns après les autres. Il faut essayer de trouver la ligne de conduite générale, le sens qui va être au cœur de notre entretien aujourd'hui. Alors, le sens de ma vie qui m'a amené à vous parler, c'est que dans une vie professionnelle traditionnelle, dans les entreprises et dans le management, j'ai toujours essayé d'apporter une originalité quasi artistique. On parle beaucoup à notre époque de disruption. Alors c'est quoi la disruption et quelle différence y a-t-il entre la disruption et l'art contemporain? Mais en fait, c'est qu'on met quelque chose d'exogène dans un ensemble homogène. Et du coup, ça choque, ça crée un électrochoc, oui, en quelque sorte. Et depuis des années, y compris quand je faisais j'étais éditeur de logiciels de finance et de gestion, eh bien, dans la compta, j'introduisais des notions notamment humaines. Et effectivement, si les gens étaient contents quand ils travaillaient, s'ils avaient les informations dont ils avaient besoin pour être efficaces, est-ce qu'ils le seraient? Eh bien oui, ils l'ont été. Et c'est comme ça que j'ai participé à plusieurs entreprises, dont une qu'on a appelée Concept, dans des logiciels de consolidation. On est passé de 8 à 4800 personnes en 5 ans, parce qu'on a mis de l'humain dans la comptabilité, et que du coup les gens étaient heureux de travailler, ils trouvaient un sens à leur travail, un sens à leur vie. Et de fil en aiguille, avec les années, je me suis rendu compte que c'était quelque chose que je pratiquais, et qu'on pratiquait quelquefois un peu autour de moi, mais pas uniquement. Et c'est après une faillite frauduleuse dont j'ai été... alors à l'époque, j'ai cru que j'en étais la victime. En fait, j'en étais pas l'instigateur. Mais en tout cas, ça m'a fait changer de vie. Et là, j'ai décidé de profiter de mes économies pour comprendre ce que j'étais venu faire sur Terre. Donc je n'ai pas lu des dizaines de livres que je vais vous restituer aujourd'hui. J'ai eu une attitude de recherche personnelle qui, par différents hasards que j'ai expliqués dans vos émissions par le passé, m'ont amené à la géométrie sacrée. Alors c'est quoi la géométrie? C'est la science des formes. Le sacré, c'est ce qui nous relie à l'univers. Et il m'a fallu, je dois le dire, 10 ans pour arriver à ce qu'on appelle un elevator pitch, c'est-à-dire à une phrase qui dit ce que je faisais à l'époque et que je fais toujours un peu aujourd'hui, c'est que la forme est le média du sens. Donc la forme, qu'est-ce que c'est qu'une forme? Quelle qu'elle soit, ce sont des proportions. Donc la vraie phrase devrait être « les proportions sont le média du sens ». Alors, la musique, c'est le média de l'ouïe, la cuisine, c'est le média du goût, etc. Mais le sens, eh bien le sens, il a un média qui est la proportion. Et c'est pour ça qu'on a retrouvé depuis plus de 10 000 ans, et qu'on retrouve dans mon livre qui aujourd'hui a été référencé par l'UNESCO, La force de la forme, qu'on retrouve sur Internet. Et bien dans ce livre, je fais le lien entre 10 000 ans de tradition, où on a travaillé de manière parfaitement homogène sur les 5 continents
quelles que soient les époques, on retrouve les mêmes techniques dans le Taj Mahal, à Machu Picchu, à Versailles avec le nôtre, ou dans la Cité interdite. C'est les mêmes techniques, les mêmes 8 techniques qui sont faites pour exprimer le sens que l'on veut partager avec l'inconscient des gens qui vont venir sur un lieu. Alors aujourd'hui, j'ai une métaphore que j'aime bien, qui est celle de ballon rouge. Alors, les jeunes générations ne connaissent pas ballon rouge, mais tous les enfants aiment tirer un ballon rouge, c'est mieux, ou bleu, peu importe, mais en tout cas, en général, c'est plutôt rouge. Et quand on a un ballon rouge dans les mains, qu'est-ce qui est important? C'est le ballon. Oui, mais qu'est-ce qu'on a dans les mains? C'est pas le ballon, c'est la ficelle. Et donc, si j'utilise la métaphore du ballon rouge, c'est parce que le visible est fort de l'invisible. C'est-à-dire que quand on parle de sens, ce sens, eh bien, c'est le ballon. Et la ficelle, c'est ce qui représente, c'est la forme qui représente le sens. Un logo comme celui de Coco Chanel que nous avons eu l'occasion de décrire sur vos antennes, le logo de Coco Chanel, ou le flacon, plus exactement Chanel numéro 5, a des formes qui ont pour but de transmettre à l'inconscient du consommateur une idée, un sens d'intermédiation, de relation, plus un enracinement sur Paris, parce que Paris est la capitale de la mode et des parfums, etc. Et donc, en faisant ce métier, je me suis découvert un gouffre absolument effroyable. C'est que quand je disais aux gens la forme est le média du sens, je voyais bien qu'ils savaient ce que c'était qu'une forme éventuellement, mais alors le sens, là, c'était la grande quête de sens. Et quand je leur disais, mais pourquoi est-ce que les jeunes taguent les murs? C'est parce qu'ils sont en quête de sens. Ah bon, mais alors c'est quoi le sens? Et faire la différence entre le sens de Platon, le sens du siècle des Lumières, le sens des 30 Glorieuses et le sens de 2030, quand je vois les jeunes aujourd'hui à qui on a expliqué que c'était très important de faire des belles études pour avoir des jolies maisons et des biens matériels, et qui disent non, moi ce qui m'intéresse c'est de voyager. Et d'ailleurs je vais prendre un train demain, mais t'as l'argent? Non, mais je vais me débrouiller, c'est pas grave, j'y arriverai. Voilà, donc le sens a changé. Et quand il n'y a pas de sens, les gens s'opposent, ne se comprennent pas. Mais dès qu'il y a du sens, c'est-à-dire une compréhension réelle de la raison d'être, eh bien tout fonctionne beaucoup mieux. Et on peut éventuellement aller créer une forme qui va porter ce sens pour le partager à travers le packaging, les logos, les plans des immeubles, l'architecture, etc. Alors là, le sujet dont je voudrais vous parler aujourd'hui, du coup, oui, c'est l'Académie du Sens que nous avons fondée il y a 4 ans. Mmh. Et qui aujourd'hui est en train de prendre un virage considérable, puisque nous allons annoncer sur vos antennes une démarche nationale pour tous les individus dans la vie privée et dans les entreprises, fondée sur ce projet de l'Académie du Sens. Alors justement, oui, comme vous venez de le préciser, c'est le thème de notre émission, l'Académie du Sens que vous avez créée il y a 4 ans. D'ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné de l'administrateur de l'Académie du Sens, François de Marino. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On va vous écouter également. Par rapport à ces explications que vous nous avez données juste avant, de développer les questions sur les raisons pour lesquelles vous avez créé cette association. Qu'est-ce que finalement vous appelez le sens concrètement? Qu'est-ce que c'est le sens? Est-ce que c'est une direction? Qu'est-ce que c'est concrètement, s'il vous plaît? Si on pourrait avoir des explications, ce serait intéressant. Alors, il y a, je crois, 7 façon de parler du sens. Enfin, le sens décrit 7 notions différentes. La seule qui nous intéresse, c'est celle qui correspond... Alors voilà, il y en a même plus. Là, j'en avais 13 que j'avais repérés sur Internet. Il y a la faculté d'éprouver le monde par les sensations. Il y a les 5 sens traditionnels. Il y a la connaissance. Il y a la manière de comprendre et de juger. Il y a les opinions. Il y a la raison d'une chose. Il y a la signification des mots. Il y a la direction, l'orientation. Il y a le mouvement orienté, l'orientation d'une activité, etc., etc. En fait,
Le sens qui nous intéresse dans l'Académie du Sens, c'est la raison d'être. Quelle est la raison d'être de cette émission que nous sommes en train de commencer ensemble? Voilà. Quelle est la raison d'être de ma vie sur Terre? Quelle est la raison d'être de mon job? Voilà. Donc, le sens de l'Académie du Sens, c'est un travail sur la raison d'être qu'on appelle en anglais souvent avec le why, why, pour le pourquoi des choses et des gens et des actions. Alors, oui, on vous écoute, monsieur Mariano. En fait, le sens, c'est la racine des choses. Parce que sans cette racine, il ne pourrait pas y avoir de réalisation. Et donc la racine vous permet de trouver la motivation de ce qui va générer vos actions. Et sans cette racine, encore une fois, il n'y a pas d'action possible. Autrement dit, quand vous vous posez la question pourquoi je me lève le matin, pourquoi je fais la cuisine, pourquoi je travaille, pourquoi je vis, etc., etc., vous êtes obligé, en vous posant cette question, de retourner jusqu'à la source. Et le fait de retourner à cette source va permettre en tout cas l'éveil et la prise de conscience de cette source. Et là, les motivations peuvent exister. Si je sais pourquoi je me lève pour travailler, c'est uniquement là que commence à générer mon mental, me génère les joies de partir au travail. Si je ne trouve pas les raisons d'aller travailler, eh ben effectivement, et la rémunération ne suffit pas, pour vous donner un exemple, à générer du plaisir. C'est pas une motivation. En revanche, si on a d'autres motivations qui sont plus de l'ordre spirituel, là, on va trouver effectivement la possibilité de trouver une autre dimension à nos motivations. Et c'est là qu'effectivement, encore une fois, on peut atteindre, ou espérer encore, atteindre à ce qu'on peut appeler entre guillemets le bonheur, mais dont chacun a sa définition. Mais il y a quand même un certain nombre de points communs entre les êtres humains. Et c'est à cette racine-là qu'il faut aller puiser son énergie. Donc est-ce que finalement le sens, c'est le pourquoi de la vie, des différentes situations qu'on pourrait avoir? C'est la somme des pourquoi que vous vous posez tous les jours. Alors, c'est voilà. Le pourquoi de Simon Sinek, pour ceux qui regardent beaucoup les TEDx. Alors, on va évidemment essayer de développer ces questions qui se posent autour du soi, mais tout d'abord, pouvez-vous nous dire pourquoi est-ce que vous avez décidé finalement de créer cette association, l'Académie du Sens? Alors, qu'est-ce qu'une académie? Une académie, ça peut être une école, ça peut être un ensemble d'écoles, ça peut être aussi une compagnie d'écrivains, l'Académie française, d'artistes, de savants, et puis ça peut être aussi une assemblée d'individus qui se reconnaissent entre pairs. Et en fait, en fondant l'Académie du Sens, ce que nous avons voulu faire, c'est de créer une entité, un organisme d'individus qui se rassemblent dans une forme de pairie, donc de reconnaissance mutuelle, pour travailler sur un sujet. Et ce sujet, effectivement, c'est le sens dont nous venons de parler. Alors nous l'avons fondée concrètement, elle est immatriculée en tant qu'association sans but lucratif dans le Var, à Tourette, dans la vallée de Fayence, et nous exerçons également à Paris. Alors, quelles sont les personnes qui sont concernées, qui sont les personnes membres de cette association et qui peuvent y adhérer? C'est une excellente question. D'ailleurs, elle est tellement excellente que finalement tout le monde est concerné. À partir du moment où on est susceptible de pouvoir se poser des questions et qu'on arrive à se poser les questions, les vraies, les fondamentales, eh bien, on est concerné. Et donc, ça touche tous les êtres humains. Et quelle que soit la langue qu'on parle, quel que soit le pays où on réside, quelles que soient les croyances qu'on peut avoir, eh bien, on est tous concernés parce que, finalement, ce qui est commun à tous les hommes, c'est leur appartenance à cette petite terre. Et la question qu'ils peuvent se poser, la première et qui est commune à tous les hommes, c'est de se dire « mais pourquoi je suis là ?» Et en fait, ça, c'est une sacrée bonne question. Et évidemment, on a chacun nos réponses. Et
c'est peut-être d'ailleurs encore mieux comme cela. Ce serait triste si tout le monde avait la même. Donc on a chacun nos réponses et chacun nous avons un sens à notre propre vie. Et la raison qui nous pousse à nous poser cette question, que ce soit Philippe ou moi, c'est que même si on n'a pas le même sens de notre présence sur Terre, on parle de la raison d'être. C'est la raison d'être. Et ce qui compte, c'est qu'on est et qu'on prenne conscience qu'il y a cette raison d'être, qu'elle soit différente, peu importe, mais on a chacun une raison d'être. Et ça c'est très important. Oui, monsieur Bleu-Lefebvre, on vous écoute. Alors, le sens qui fait partie du nom de notre association, il participe à quelque chose de plus grand encore. Et donc, nous avons un objet social qui est d'ailleurs conforme au rapport de Madame Notat, qui a été présenté au président de la République cette année. En fait, nous l'avions déjà anticipé il y a 4 ans. Et donc, je vais vous lire, ça dure 2 secondes, ça fait 1 ligne et demie, l'objet social de l'Académie du Sens, et vous allez comprendre pourquoi. C'est un organisme de reconnaissance et de visibilité de la prud'homie au service de l'intérêt collectif, du développement personnel, de l'entrepreneuriat et de l'harmonie de la biosphère. C'est très large. Et en même temps, c'est très pointu. Alors déjà, la prud'homie, tout le monde dit, mais ça veut rien dire, c'est quoi ce mot? Alors c'est un mot ancien, mais c'est un mot très précis. La prud'homie, c'est la sagesse plus la probité. Quelles que soient les cultures sur la Terre, le plus haut de ce que respecte l'homme, c'est la sagesse. Mais la sagesse demande aussi de la probité, c'est-à-dire une honnêteté vis-à-vis de soi-même. Et c'est cette probité qu'on va retrouver tout à l'heure dans l'intégrité dont nous allons parler. Cette prud'homie, donc cette recherche de sagesse qui va englober notre démarche, elle est pour la biosphère, c'est le dernier mot de l'objet social. La biosphère, c'est le fait que l'ensemble du monde vivant contribue au monde vivant. Autrement dit, tous les jours, nous mangeons, nous avons des excréments, ça retourne à la terre et ça tourne indéfiniment. Donc nous sommes tous en permanence liés à cette terre. J'ai souvent un exemple pour faire comprendre ça et à quel point nous sommes intégrés à la terre, et c'est vraiment au cœur de vos émissions. Je demande à mes amis, mais je les pince, et je dis, ils sont à qui les atomes là? À qui sont les atomes qui constituent ton corps? Alors ils me disent, je sais pas, à moi, à l'univers. Alors, je dis, entre les deux, il y a quoi? Les atomes d'un être humain sont ceux de la Terre. C'est-à-dire que nous sommes tous des éléments de la Terre. C'est pas l'homme qui abîme la Terre en ce moment, quand on parle de biologie et de nature, etc. Oui. Ça n'est pas l'homme qui abîme la Terre. C'est l'homme qui s'abîme lui-même, puisqu'il est lui-même un élément de la Terre. Et quand on parle de fraternité, je ne parle pas de toutes les déformations religieuses, philosophiques qui ont eu lieu. Moi, je vais toujours à l'origine de la chose. À l'origine, quand on parle de fraternité, nous sommes tous frères, puisque nous sommes tous des atomes de la Terre. Donc nous sommes tous à la même entité. Nous sommes la Terre. Et donc quand nous l'abîmons, c'est nous que nous abîmons, parce qu'elle s'en sortira très bien sans les hommes, sans les arbres, ou sans... elle n'a pas toujours eu tout ça. Oui. Donc le but de l'Académie du Sens, c'est justement, à travers la compréhension de notre être, de notre raison d'être, eh bien, de contribuer à faire en sorte que la Terre survive avec l'homme. On est bien d'accord. La première victime de nos manipulations négatives à l'encontre de la Terre font que nous devenons les premières victimes de nos propres transgressions. Et c'est là où c'est un peu... j'allais dire, c'est pas regrettable, c'est même autrement plus grave que ça. Mais c'est qu'on ne se pose pas la question avant de faire quelque chose, on ne se pose pas la question des conséquences que cela peut générer. Et aujourd'hui, reprendre le sens, le vrai sens des choses, c'est savoir pourquoi on les fait et pourquoi on en a besoin et pourquoi on doit les créer, si c'est nécessaire ou pas. Et la question ne se pose pas. Aujourd'hui, on va au plus pressé.
on pense qu'on a besoin de quelque chose et on le crée. Mais avant de penser à ce qu'on doit créer, il faut penser aux conséquences de ce qu'on va créer. Et si on pensait comme cela, écoutez, je pense qu'il y aurait peut-être un peu moins, tout à l'heure on parlait des gobelets de plastique, mais il y aurait peut-être moins de plastique dans les océans, il n'y aurait peut-être pas de plastique du tout d'ailleurs, parce que est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir du plastique ? Il y a des problèmes de coût, il y a des problèmes de tout ça, ok, c'est moins cher que la tôle, c'est moins lourd, ok, peut-être, mais si on avait vraiment réfléchi aux conséquences du plastique, l'aurions-nous fait ? Je ne sais pas. La première personne sur qui vous expérimentez les choses, c'est vous. Que ce soit la colère, que ce soit l'amour, que ce soit tout. Tout est d'abord échantillonné sur nous. Et ensuite, on l'applique aux autres. Et donc, partant de là, cette éthique, que moi j'appelle éthique naturelle, et qui est absolument nécessaire pour créer ensuite l'intégrité, qui l'englobe, et qui est un peu plus, j'allais dire, plus grande que l'éthique elle-même, puisqu'elle l'englobe, c'est cette fondamentalement, si on se pose ces questions, si on arrive effectivement à trouver les réponses, ou les réponses en tout cas qui sont les nôtres, là on arrive à ne plus détériorer, à ne plus esquinter ce qui est soit nous, et donc les autres. On a vu l'intérêt et l'importance du sens et évidemment aussi l'importance de comprendre notre raison d'être. Est-ce que vous pensez que c'est la première question fondamentale que tout le monde devrait se poser ? Alors, oui, la raison d'être de ce que nous sommes et de ce que nous faisons, c'est quand même ce à quoi, d'ailleurs, le jardin d'enfants devrait nous préparer dès le plus jeune âge. Cependant, pour le comprendre et pour répondre à cette question, je vous propose de faire un peu de ménage, parce que il y a beaucoup de mots qui sont utilisés sans réelle compréhension de leur distinction les uns des autres. Alors ces mots sont le sens, l'intention, la conscience, les valeurs, les forces, et puis éventuellement les désirs et les sentiments. Alors, le sens, c'est quelque chose que l'on partage. Quand on partage du sens, eh bien c'est là qu'on est heureux. En fait, si vous regardez bien, les gens, ils sont heureux, pas quand ils sont tout seuls en train de faire quelque chose. Ils ont une jouissance, ils ont du plaisir, mais ça n'est pas du bonheur. Le bonheur, il n'intervient que lorsqu'on est en harmonie avec les autres et qu'on est donc dans une phase de sens partagé. Et je fais bien la distinction entre le sens commun et le sens partagé. Le sens commun, c'est le siècle des Lumières, c'est tout en commun, mais moi je pense que quand on est 5 dans une pièce, on a peu de choses en commun, à part d'être des humains. Par contre, on peut partager du sens, mais ce partage de sens ne va pouvoir créer du bonheur que s'il est respectueux de nos intentions individuelles. Or, chacun d'entre nous a des intentions. Une intention, c'est par exemple de vouloir passer sa vie sur Terre à élever des enfants, à élever une famille, à avoir un job, etc. Mais quand on décompose ces intentions, on s'aperçoit que certaines intentions sont des buts et d'autres sont des moyens. Et on ne fait pas la distinction. Gagner de l'argent, faire du profit, c'est un moyen, ça n'est pas un but. On n'est pas venu sur Terre pour faire de l'argent. D'ailleurs, on ne l'emporte pas dans son cercueil. Donc, cette intention, quand on comprend que finalement, mon désir, c'est d'élever une famille pour avoir des enfants qui vont être autonomes et qui ne vont pas être l'objet de raisons politiques ou autres, eh bien, ces intentions, elles sont porteuses de deux choses. Elles sont porteuses de valeurs et elles sont porteuses de force. Alors, les valeurs, eh bien, la sagesse est une valeur, l'intégrité est une valeur, la justesse est une valeur, le respect est une valeur, l'honnêteté, etc. On a plein de valeurs. Mais il ne faut pas les confondre avec les forces qui, elles, sont la vigueur, l'empathie, le courage, l'habileté. Et donc, quand on sait quelle est notre intention, en faisant cette émission à l'instant, nous avons une intention, c'est d'amener les auditeurs à comprendre
et à mieux vivre le sens de leur vie, leur raison d'être, pour être mieux dans la vie quotidienne. Eh bien, mon intention, c'est de leur donner des éléments de quelles sont vos valeurs à chacun, on n'a pas tous les mêmes, quelles sont les forces qui vous permettent d'y aller, il faut se réveiller le matin, il faut avoir de la vigueur, il faut avoir de la ténacité, etc. Et à partir de là, chaque intention, quand elle se regroupe à d'autres intentions, elle va donner une vocation. C'est quoi la vocation de ma vie? Moi, je peux vous dire, la vocation de ma vie, c'est d'éveiller mes contemporains, parce que quand j'éveille mes contemporains, je m'éveille moi-même. Et puis, ce désir d'éveil, il peut s'associer à d'autres intentions, la vôtre, madame qui m'interviewait, celle de François qui est à côté de moi, et on va partager un sens. Et ce sens partagé créera du bonheur à une seule condition, c'est qu'il soit respectueux de nos intentions individuelles. Si ce que je fais va à l'encontre de vos intentions, évidemment qu'on ne va pas être dans le sens partagé. Mais quand on est dans le sens partagé, on est vraiment dans le bonheur. Alors, pour arriver à ça qui est assez théorique, mais en fait très concret et très pratique, je l'explose à longueur d'année dans les entreprises et dans des associations comme conférencier, ça ne va fonctionner que si j'ai un vrai sens des valeurs. L'intégrité nous est apparue comme étant la valeur charnière entre moi-même et les autres. Parce que beaucoup de nos contemporains et de nos ancêtres n'ont pas toujours été intègres avec eux-mêmes. Être intègre avec soi-même, c'est déjà se dire, est-ce que ce que je fais est aligné avec ce que je pense? Autrement dit, est-ce que mes actions sont alignées avec mes valeurs? Ah oui, mais quelles sont mes valeurs? L'intégrité en est une, etc. Et donc, ce que nous allons proposer, c'est une démarche nationale et internationale pour l'ensemble de l'humanité, en d'autres termes, de se poser la question, c'est quoi? Est-ce que je suis quelqu'un d'intègre? Est-ce que je suis intègre avec moi-même? Est-ce que je suis intègre avec les autres? Est-ce que les autres me reconnaissent comme quelqu'un d'intègre ou pas? Mais oui, mais mon intégrité n'est pas forcément celle de l'autre. On peut très bien imaginer que l'intégrité d'un Européen va être différente de celle d'un peuple anthropophage. Et pourtant, les deux ont leur raison d'être. Donc, l'intégrité, elle a cette énorme valeur, cette énorme puissance, c'est qu'elle permet à l'homme de grandir en respectant chacune des différences humaines, et donc sans empiéter et sans être dogmatique et sans empiéter sur la vie de l'autre. Et à partir du moment où je suis moi-même intègre avec moi et que je suis en face de quelqu'un qui l'est aussi, on peut ne pas être d'accord. Mais si je suis en désaccord avec quelqu'un, mais que je sais que cette personne a des valeurs et qu'elle les respecte, on peut commencer à s'entendre, parce qu'on sait qu'on ne joue pas sur le même jeu, mais on joue quand même dans une forme d'honnêteté. Et donc, voilà, le lancement que nous allons proposer aujourd'hui, c'est d'ouvrir un débat national sur l'intégrité dans l'entreprise, dans la famille et dans la société. Monsieur Marino, est-ce que vous avez des commentaires à faire? Alors, le premier commentaire, c'est que c'est de Martineau, mais mais c'est pas grave, vous êtes pardonné. Le commentaire est très simple. En fait, c'est pas vraiment un commentaire. Je dirais que pour commencer, le b.a.-ba, c'est de bien donner le vrai sens aux mots que nous utilisons. Comme vous l'avez vu, Philippe détaille les choses, et quand il choisit un mot, ça n'est pas un hasard, il choisit ce mot-là et pas d'autres mots pourraient aller dans le sens où lui le donne. Et en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit d'une chose, et c'est une des raisons d'être de l'Académie du Sens, c'est qu'on perd le sens des choses à partir du moment où on ne sait plus les nommer, ou si on les nomme avec des mauvais mots, des mots qui n'ont pas forcément le sens qu'ils devraient avoir. Et donc, en perdant le sens des mots, on perd le sens des choses et on perd le sens de notre propre raison d'être.
Donc l'idée, et c'est la raison pour laquelle il faut se poser toutes les questions dont on parlait tout à l'heure. En se posant des questions, on est obligé d'être honnête avec nous-mêmes et de choisir des mots qui conviennent le mieux parce que c'est nous qui les connaissons, puisque c'est de nous qu'on parle. On commence par se poser des questions à soi. Et sauf à tricher, mais auquel cas on sait qu'on triche puisque c'est nous qui trichons, sauf à tricher, je vois pas l'intérêt de se poser des questions si on triche. Donc il faut arriver à bien caractériser ce que nous posons comme question et d'attendre de notre part des réponses avec les mots qui expliquent le fonctionnement que nous avons. Ça, c'est la première chose. Et cette intégrité, et c'est là où ça devient très intéressant, parce qu'en disant que on peut avoir des intégrités différentes, le point commun, c'est notre point de vue et la façon dont nous gérons nos propres valeurs. Si nous sommes alignés sur nos valeurs et qu'on respecte ces valeurs et qu'on ne les transgresse pas, on est intègre. Il faut agir, il faut que nos actes correspondent à nos valeurs. S'il n'y a pas de correspondance entre les deux, il ne peut pas y avoir d'intégrité. C'est ça, c'est cette cohérence en fait entre ce que nous faisons et ce que nous sommes qui permet effectivement d'atteindre à l'intégrité. Je vais, si vous me donnez 30 secondes, je vous raconte juste une petite histoire. C'est un sage zen qui se promène le long d'une rivière et il voit un scorpion qui se noie, donc il le sort de la rivière. Le scorpion évidemment le pique. Sur le coup de la douleur, le maître zen le relâche, le scorpion retombe dans l'eau. Et le maître zen reprend le scorpion et le scorpion le pique une deuxième fois. Un des disciples du maître qui se promenait avec lui lui dit « Mais attendez maître, là vous êtes gentil, mais vous êtes un peu têtu quand même. La nature du scorpion est de piquer. » Et le maître zen lui dit « Oui, mais c'est pas parce que lui, sa nature c'est de piquer que moi je dois changer ma nature qui est d'aider. » Et tout est là. On ne doit pas changer sa nature en fonction de ce qui se passe autour de nous. On est ce que nous sommes. Et à partir de là, l'intégrité règne. Et c'est pas la piqûre du scorpion qui doit me rendre brutal et je vais pas écraser le scorpion sous mon pied sous prétexte qu'il m'a piqué. Le but, c'est pas ça. Le but, c'était d'être cohérent avec soi-même, ce qu'est le maître zen dans l'exemple que je viens de citer. C'est exactement ça, en fait, qui montre à quel point l'intégrité peut être précieuse, dans le sens où on s'accorde le respect de soi-même. Et ça, c'est la première des richesses. Parce que si on arrive à ça, eh ben on n'a aucun mal à le faire pour tous les autres. Et donc, de les accepter tels qu'ils sont, plutôt que de vouloir les mettre selon nos propres désirs, dans des formes qui nous sont agréables, plutôt que celles qu'ils ont. Et ce manque d'alignement a, en langage des oiseaux, un corollaire qui est le mal a dit. On est dans une émission de santé. Il est clair que si je ne suis pas intègre avec moi-même et avec les autres, il y a un moment où mon corps, qui lui est en relation avec mon inconscient sans que moi j'en ai conscience, va dire ça va pas. Et bien sûr que la plupart des burn-out et des maladies ne sont autres que l'expression du corps qui dit tu n'es pas aligné, tu n'es pas dans ton intégrité, reviens sur ton chemin. Et à partir du moment où on va appliquer ce que vient de dire François, eh bien, on va s'affranchir d'un certain nombre de mots que nous rencontrons aujourd'hui et qui, finalement, ne trouvent pas vraiment de solution non plus dans les soins qu'on apporte, parce que ces soins sont palliatifs. Alors, on a appris l'importance de la compréhension de notre raison d'être et également cette importance de l'intégrité, mais comment y arriver? Comment est-ce qu'on peut connaître son plus profond désir, son sens de la vie? Quel est le chemin à suivre pour avoir ces réponses? Il y a plusieurs chemins. Il y a des gens il y a un film qui vient de sortir et un livre qui vient de sortir. On peut à 16 ans partir à l'autre bout du monde dans les ashrams et méditer et trouver son sens.
il y a forcément de toute façon un moment où on doit s'éloigner du tumulte et du chaos de la vie et de la société pour se concentrer sur soi-même et se recentrer. Ça, c'est, je pense, une des manières. La manière la plus simple et celle qui est à portée de tous, c'est de se poser la question à soi-même, déjà, en s'endormant le soir ou dans le métro. Et deuxièmement, une fois qu'on s'est posé la question de est-ce que je suis dans mon intégrité, est-ce que je vis ce que je suis, est-ce que je vis mes valeurs, est-ce que mes actes sont en rapport avec mes valeurs ou est-ce qu'ils sont déconnectés, voire opposés. Et à partir de là, il y a une deuxième démarche qui est d'en parler avec les autres. Et là, effectivement, nous sommes dans une société qui a tendance à culpabiliser autrui. Nous, ce que nous voulons, c'est permettre aux individus de se réunir de manière intègre et honnête et de se dire voilà, moi tu vois, je pense que je suis quelqu'un d'intègre. Et toi, est-ce que tu penses que je suis intègre? Ah non, tu crois pas? Ah bon, eh bien discutons-en. Et allons chercher finalement tous ces rapports de valeur et de force ensemble pour pouvoir chacun avancer sur ce chemin. Et puis, enfin, si vous me permettez, je crois que... Est-ce qu'il est utile d'avoir des réponses à toutes nos questions? Je veux dire par là que... Qu'est-ce qui est le plus important? Atteindre l'objectif qu'on s'est fixé ou parcourir le chemin qui nous y mène? Qu'est-ce qui va nous apporter le plus de connaissances? Qu'est-ce qui va nous apporter le plus de joie, le plus de plaisir? Bah écoutez, je ne sais pas. Moi, en ce qui me concerne, mais je ne peux parler que pour moi, bien évidemment, je pense que l'itinéraire que je parcours m'apporte énormément. C'est-à-dire que si je ne trouve pas la réponse à mes questions immédiatement, le fait de me poser la question sans cesse pour aller toujours un peu plus profond va me permettre de mieux me connaître. Et quelque part, même si je ne trouve pas encore la racine mère, celle qui est à l'origine du sens, de ma raison d'être en fait, bah c'est pas grave, parce que même si c'est une radicelle qui me rapproche un peu plus de mon but. Et c'est cette progression qui permet un jour d'atteindre ce but. Mais vous pouvez, comme l'a dit Philippe, on peut aller dans un ashram, mais vous pouvez le faire aussi à la caisse d'un supermarché en attendant qu'on vous fasse payer vos courses. Ce que je veux dire par là, c'est que tout est bon pour se poser des questions. Est-ce que je peux me permettre d'ajouter que en fait la réponse c'est 95.2. C'est ici et maintenant. Ben, bien sûr. C'est à chaque instant de la vie que je me dis, est-ce que là je suis aligné par rapport à moi? Est-ce que je me pose la bonne question? Ah ben non, je ne me suis pas posé la question. Mais si je me l'étais posée, peut-être que. Et à ce moment-là, je me mets en chemin. Et c'est le chemin qui compte. Et le chemin, il est à chaque instant, il n'est pas demain. Alors, est-ce que, mis à part ici et maintenant, l'Académie du Sens donne également cette possibilité de progression, d'évolution, d'alignement et d'intégrité avec soi d'abord et évidemment avec les autres par la suite? Oui. Alors, tous les premiers lundis du mois, nous invitons les membres de l'Académie du Sens et nous invitons ce soir à devenir membres de l'Académie du Sens sur www.academiedusens.org. Vous pouvez adhérer. Et là, vous allez recevoir dans les semaines qui viennent, en fonction de vos adhérents, de vos arrivées, vous allez pouvoir vous réunir dans une entreprise, dans un café, autour d'un verre, le lundi soir. Premier lundi du soir. Pourquoi on a choisi le premier lundi du mois? Parce que lundi, c'est le jour de la Lune. La Lune, c'est l'intermédiation. Et le premier, pourquoi? Parce que le but, c'est de tous nous rapprocher de l'unité. Et à partir de là, ce qu'on va proposer, c'est chaque lundi un thème à partir de cette question de l'intégrité. Alors, le premier, c'est l'intégrité est l'alignement de mes actes sur mes valeurs. Donc ça, vous allez tout à l'heure donner la parole aux auditeurs, qu'ils la notent, qu'ils réfléchissent et qu'ils nous appellent tout à l'heure pour dire ce qu'ils en pensent. Si cette phrase signifie quelque chose pour vous et que vous vous sentez de la partager avec d'autres, eh bien, adhérez à l'Académie du Sens
Et puis, vous allez vous réunir et vous allez travailler là-dessus et vous allez faire ce chemin ensemble de manière bienveillante. Alors, il y a une chose quand même, il faut toujours mettre un garde-bout. Ce que ne désire pas l'Académie du Sens pour ses membres, ce sont des gens qui vont se concentrer sur leur bibliothèque, mais au contraire des gens qui vont se concentrer sur leur avis, à eux, dans leur cœur, dans leur tripe. L'idée, ça n'est pas de faire un club d'érudits qui vont philosopher sur quelque chose qui est inatteignable, c'est exactement l'inverse. On va aller tout de suite, straight to the point, comme diraient les Anglais, on va aller tout de suite sur le but. C'est quoi mon intégrité? C'est quoi? Comment est-ce qu'elle fonctionne avec celle de mes compères? Oui, et puis c'est aussi comment la générer, comment la créer. Si on n'en a pas conscience, déjà il faut la découvrir. Et en fonction de ce qu'on a découvert, essayer de la compléter, de l'enrichir, de faire qu'elle devienne une véritable intégrité, et non pas une intégrité, j'allais dire, d'apparence. En fait, l'idée de rassembler les gens le premier lundi de chaque mois, repose sur le fait que tout seul, les choses sont compliquées. Parce qu'il faut avoir une volonté, mais extraordinaire, pour pouvoir se concentrer un moment de sa vie, se mettre face à soi et de se poser les questions. Et aujourd'hui, je connais très peu de gens qui sont prêts à passer quelques instants comme ça. En revanche, si on est avec d'autres à se poser les mêmes questions, le travail en commun permet l'enrichissement de chacun. Et c'est toute la philosophie, en fait, de l'Académie du Sens. Pour redonner du sens aux choses, il faut que nous nous redonnions du sens à nous-mêmes. Donc, pour ce retour au sens, il faut qu'on prenne le soin de regarder le sens des autres. Et c'est la progression des autres qui va nous permettre de progresser, et c'est notre progression commune qui va nous permettre à chacun de pouvoir effectivement dire, ça y est, je connais, ou en tout cas je sens que je m'approche de la voie qui va me mener vers mon intégrité. Et je pense qu'en plus de ça, de bâtir un réseau d'entraide pour faire des efforts sur soi, je trouve l'idée assez magique quand même. Hein. C'est perturbant, mais c'est magique, mais c'est vertueux, oui. Y a-t-il, mis à part les premiers lundis du mois, d'autres rassemblements, d'autres réunions au sein de l'Académie? Alors, je vais répondre un tout petit peu à côté de votre question, parce qu'on est en train de parler de choses mentales, philosophiques, spirituelles, liées à l'esprit, et on est en même temps dans un monde très concret d'entreprise et d'économie. Alors, on pourrait imaginer que l'Académie du Sens se distinguerait de l'économie. C'est exactement l'inverse. Et donc, c'est là que ça répond à votre question. C'est que quand on est intègre, quand on sait qu'on est intègre, alors ça ne sera pas 100% de la population mondiale, on est bien d'accord, il y a encore un petit peu de chemin à faire, mais c'est l'objectif à terme. Quand on est intègre, on sait à qui on a affaire. Donc, on gagne en quoi? On gagne en confiance. L'économie, quel que soit le pays, quelle que soit la culture, elle est fondée sur la confiance. Eh bien, l'intégrité, et c'est pour ça aussi que nous l'avons choisi, est le moyen qui permet à des individus de raccourcir le cycle, le processus de la confiance. Si je mettais 3 ans à trouver mon bon partenaire en Chine pour développer mes affaires en Chine, et que ça m'obligeait à faire 4 allers-retours, à rencontrer plein de gens, à envoyer plein de courriers, à échanger des dizaines de coups de fil, à faire des enquêtes pour savoir qui j'ai en face de moi, ça coûte beaucoup d'argent, ça prend beaucoup de temps. Mais si j'ai un réseau de gens intègres qui se reconnaissent pour tels entre eux. On ne les a pas obligés, on ne les a pas labellisés. Ils se sont réunis entre eux. Ils ont vu qui était intègre dans leur propre sein et qui ne pourra pas l'être. Eh bien, le jour où j'ai besoin de développer des affaires à Shanghai,
Je vais venir sur le site de l'Académie du Sens, je vais retrouver les gens qui s'y sont répertoriés, et je vais pouvoir prendre contact avec eux. Et au lieu de mettre 3 ans à mettre en place ce contact, ce contrat, cette opération, je vais peut-être mettre 3 mois ou 6 mois. Je vais faire un voyage au lieu de 3 pour juste vérifier. Et ça, c'est considérable parce que, pour une fois, nous faisons le lien entre la spiritualité et l'économie pure sans prendre d'argent et sans prélever quoi que ce soit d'autre qu'une cotisation de 15 € par an ou d'1,20 € par mois. Enfin bon, on parle de rien. Alors, par rapport à ce lien que vous avez fait, un autre lien qui pourrait également se faire par rapport entre le sens et la santé, quel lien est-ce que vous faites finalement ? On va essayer de s'entendre. Tu veux répondre ou tu veux que je réponde ? Ouais, le sens et la santé, je dirais que je vais essayer de répondre à ma façon. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, mais en fait, pour ma part, je vais vous dire quelque chose de tout bête. Je vais me prendre en exemple puisque je suis encore celui que je connais le mieux. C'est pas forcément un compliment, mais c'est pas forcément non plus une critique négative. L'idée, c'est je ne suis jamais malade. La question que je me pose, c'est pourquoi je ne suis jamais malade ? La réponse que je trouve, c'est que j'ai décidé de ne pas être malade. Alors, pour tout un tas de raisons, je peux devenir malade demain parce qu'il peut m'arriver quelque chose, soit professionnellement, soit amoureusement, soit etc., etc. Et je me retrouve dans un état de faiblesse qui m'oblige à m'apitoyer sur mon propre sort et à choisir une maladie psychosomatique qui va me convenir et qui va effectivement me faire m'apitoyer sur mon propre sort. L'idée, et ça va certainement pas plaire à nos amis de la science, mais l'idée c'est effectivement de dire, mais si je ne trouve pas de bonnes raisons d'être malade, ben je ne le suis pas. Et en fait, mon problème, si c'est un problème, mais pour moi ça n'en est pas un, c'est que je n'ai pas de raison d'être malade. J'ai pas besoin qu'on s'apitoie sur mon sort, j'ai pas besoin de reconnaissance des autres, j'ai besoin de rien en fait. Ça va très bien. Quand je dis ça va très bien, ça veut dire que il ne s'agit pas je n'expatrie pas une partie de moi-même pour attirer les sentiments des autres. Vous comprenez? Je ne sais pas si c'est très clair. Ce que je ressens, c'est de dire, bah voilà, moi j'ai une vie, j'ai choisi ma vie, je suis aligné avec mes valeurs. J'essaye d'être le moins, le plus intègre possible, le moins calculateur. Je ne veux pas jouer de comédie. Je ne mens jamais. Pourquoi je ne mens jamais? C'est pas parce que je suis un saint. Je ne suis pas un saint. Mais je sais que j'ai pas de mémoire. Donc si j'ai pas de mémoire, si je mens, je vais vite me retrouver dans le mur. Je ne veux pas mentir. Pourquoi? Parce que je veux pas te faire de mal aux autres, par exemple. Donc tout ça, ce sont des raisons qui font que je suis aligné, j'ai choisi ma voie et je l'applique tous les jours. Et dans cette voie, il n'y a pas le choix de la maladie. Donc en tout cas, c'est mon argument à moi. Ça me va très bien. J'invite les auditeurs à aller sur le site BL Speaker ou sur Facebook, sur la page de l'Académie du Sens. Ils verront ma photo, ils verront qu'elle a été prise 2 mois avant mes 65 ans. Je ne suis jamais malade non plus. Alors, ça se passe à la tête, bien sûr. Alors vous allez nous dire, j'espère, vous allez nous dire comment est-ce que vous avez réussi à atteindre ce niveau, et puis est-ce que ça a toujours été comme ça dans votre vie, si ça ne vous dérange pas de partager un petit peu votre expérience personnelle, comment est-ce que ce changement est arrivé? Enfin, s'il y en a eu, ou bien si ça a toujours été comme ça, bien c'est autre chose. Je peux donner un exemple très concret. Oui. Quand j'avais 30 ans, j'étais conditionné par une éducation où on m'avait dit, j'avais dit à mes parents, je voudrais être ébéniste, je voudrais faire l'école Boulle. Et on m'a dit non, tu vas pas travailler avec tes mains, tu vas faire de la banque comme tout le monde dans la famille. Donc j'ai fait de la banque et de l'assurance et de l'informatique. Et j'étais pas bien, c'était pas mon chemin, c'était pas... La société me faisait faire quelque chose, la société, dont la famille, etc., me faisait faire quelque chose qui ne me convenait pas. Eh bien, j'avais mal au dos toute la semaine, je marchais quelquefois, à 30 ans, il m'est arrivé de marcher pendant 1 an avec une canne, alors que quand je me retrouvais à la campagne chez moi, j'avais pas besoin de canne et je grimpais aux arbres. Et dès que je revenais au travail, je recommençais à avoir mal au dos. Et j'ai eu mal au dos jusqu'à 50 ans, jusqu'au jour où j'ai dit, j'arrête. Je fais 10 ans de méditation
et je me mets au contact de moi-même. Et depuis, alors avant j'étais jamais malade, j'avais mal au dos, c'est tout. Maintenant j'ai plus mal au dos, je n'ai plus rien, tout va bien en permanence. C'est une preuve finalement assez irréfutable. Oui, et puis je pense que d'une façon générale, il faut un déclencheur parce que on est pris dans une espèce de maelstrom de choses qui nous arrivent depuis la naissance. Et à un moment, pour connaître l'éveil, c'est prendre conscience de ce qu'on fait et de ce qu'on est. Ça demande un choc. Ça demande un choc. Alors pour les uns, ça va être un gros choc parce que ce sont des gens qui ont une forte personnalité. Et puis pour des autres, ça peut être un tout petit choc. Ça peut être un copain qui déménage et puis pof, on est malheureux parce qu'il s'en va. Et tout simplement, ça dépend du niveau de sensibilité de chacun. Et encore une fois, on est tous différents. Donc ce choc génère justement le questionnement. Et en fait, c'est ça le problème. Et Philippe vient de vous le dire d'une façon, mais alors, d'une transparence et d'une clarté évidente. En fait, il a fallu qu'il prenne conscience que ses douleurs, enfin que sa vie ne valait pas le coup d'être vécue telle qu'il la vivait. Donc ça, c'est le choc, c'est de dire bon, j'arrête. Et ça, c'est un choc. Parce que ça veut dire qu'on remet en question tout le système qui était bâti autour de nous. Pas vraiment autour de nous, mais autour de la personnalité sociale dans laquelle on s'était incarné. C'est-à-dire que c'est pas nous, mais on joue un rôle, et puis on joue un rôle avec notre femme, on joue un rôle avec nos enfants, on joue un rôle avec nos parents, on joue un rôle avec nos collègues. Et des fois, on a plusieurs rôles, et ça devient très compliqué. Donc l'idée, c'est que le choc permet de se poser des questions, et en se posant des questions, là, on commence à trouver des réponses. Le problème des gens, c'est que comme ils ne se posent pas de questions, ils ne trouvent pas de réponses. Et sans ce choc, il est difficile de se poser des questions. Ça arrive, il y a des gens qui se posent des questions sans avoir de choc. Mais encore une fois, ce sont des gens qui sont plus exceptionnels que d'autres et qui n'ont pas besoin d'aide et qui peuvent être autonomes, mais qui peuvent très bien décider de dire « Ok, je change ma vie, voilà, comme ça, juste pour le fun ». Mais nous ne sommes pas tous pareils. Et la majeure partie des gens, enfin en tout cas moi dans le champ expérimental que j'ai autour de moi, tous les gens qui ont cette façon d'aborder la vie, c'est-à-dire ce questionnement, ce sont des gens qui ont vécu une vie ou une étape de leur vie qui était quelque chose de remuant, qui était quelque chose qui engendrait une destruction pour pouvoir bâtir ensuite. C'est le phénomène destruction-reconstruction dont je parle en ce moment. C'est le choc permet la destruction et derrière, il y a la prise de conscience qui permet la construction. En fait, on est dans une société qui croit résoudre ses problèmes avec des méthodes et des produits, des patchs, comme disent les anglo-saxons. En fait, ce qui change, c'est quand on passe du patch, quand on passe de la méthode à la lucidité. Mes conférences, qui sont très interactives à ce point de vue-là, elles sont fondées sur des questions comme, par exemple, alors c'est très bâtard, dit comme ça, sur le changement ou sur les croyances. À partir du moment où on a eu un déclic qui est provoqué généralement par quelqu'un d'autre, mais qui peut être provoqué par une méditation. Vous savez, changer d'idée, ça dure moins de 5 secondes. Donc, c'est à la portée de tout le monde. Et tout d'un coup, en 5 secondes, on dit « Tiens, mais je pourrais voir les choses autrement ». Le changement, c'est quelque chose de naturel. Tout est changement. Les saisons, tout est changement. Le problème, c'est que le changement nous dérange. À partir du moment où on a cet instant de lucidité qui fait que tout d'un coup, le changement ne va plus être quelque chose de dérangeant, mais un plaisir, on va pouvoir aller vers le bonheur. De même que les croyances, qu'il est confortable de conserver, à partir du moment où on commence à les voir différemment, à changer de point de vue, eh bien, et ça se fait quelquefois en 1 heure, en 1/2 heure, dans un dialogue, dans un échange, eh bien, tout change. Et ce qui était dérangeant, fatigant, qui rendait malade, devient un plaisir et source d'une vraie joie. Moi, aujourd'hui, clairement, s'il n'y a pas de changement
s'il y a maintien de croyance, je m'ennuie tout de suite. Par contre, dès que j'ai une nouvelle croyance, je suis ravi parce que je sais que demain, donc dans tout ce que nous avons dit tout à l'heure, il y a bien sûr une part de croyance. Et ça n'est pas parole d'évangile. Ce sont des croyances. Mais ce qui est intéressant, chez François comme chez moi, c'est que demain, nous sommes capables de reprendre cette croyance et dire, tiens, on peut l'affiner, on peut la faire évoluer, et à la différence peut-être d'autres de nos contemporains, nous, notre première idée, c'est d'aller la partager. Parce qu'en allant la partager, on va provoquer des déclics et on va avoir la joie, le bonheur, puisque c'est un sens partagé, de voir que nos contemporains bougent aussi. Et ce que nous voulons, c'est aider nos contemporains à bouger, donc à être moins malades et à vivre agréablement le changement. Alors donc finalement c'est donc l'évolution de nos croyances qui permet ces changements ou pas? Je peux vous donner, pardon. Oui, vas-y. Je peux vous donner un exemple simple. Je travaille dans une boîte qui fait du nettoyage, enfin une société de nettoyage. Et ma façon de vendre ce produit est complètement originale par rapport au restant de la profession. Et je crée chez mon interlocuteur un choc. Et quand il me dit vous êtes une société de nettoyage, je lui dis non, pas du tout, non, je vous vends pas de nettoyage. Alors il me dit je comprends pas, qu'est-ce que vous vendez? Je dis moi je vous vends de la propreté. Et rien que ça, la personne que j'ai en face de moi, mais systématiquement, c'est 100% des cas, il me sourit, il me dit oui. Je dis oui, je préfère vous vendre le résultat plutôt que l'itinéraire qui vous y mène. Voilà, c'est là vous voulez que ce soit propre, donc je vous vends de la propreté. Et c'est ça que je vous garantis. Je vous garantis pas du nettoyage, parce que le nettoyage, quand moi je nettoie mon appartement, il est nettoyé. Quand c'est ma femme de ménage qui le fait, il est propre. Vous voyez la différence? Et c'est exactement ça. Et le monsieur le comprend, et pour lui, ce petit choc lui fait comprendre différemment le sens du mot nettoyage. Et donc on change de paradigme, en fait. On n'est plus du tout dans une conversation entre fournisseurs de produits et clients du produit. On est entre gens qui voulons atteindre le but commun qui est celui de la propreté. Moi j'amène mes outils, lui il m'amène son local, et puis on trouve un terrain d'entente. Alors par rapport aux choses qu'on pourrait tous avoir en commun, qui pourraient nous permettre d'avancer et d'évoluer et atteindre ce changement, quelles sont les forces que nous avons en nous qui nous permettent cette évolution et ce changement? Il y en a une qui les englobe toutes, c'est le désir. Si vous n'avez pas le désir d'aller plus loin, vous ne pouvez pas organiser votre ici et maintenant. Le désir, le désir, il est lui-même porteur des intentions qui sont, c'est toujours des métasystèmes, vous savez, c'est des systèmes pas pyramidaux, mais c'est un peu comme les poupées russes. Voilà, donc animé du désir d'être heureux, animé du désir, je me souviens d'une de nos anciennes émissions où je parlais de l'incarnation et de la désincarnation. Donc voilà, je suis dans un monde, le monde des idées de Platon, on peut l'appeler comme ça, dans le monde éthérique. Je m'incarne dans une famille humaine pour faire un chemin et je vais en sortir. Est-ce que j'ai le désir de mettre à profit ce passage ou pas? Si j'ai le désir, je vais chercher en moi les forces, comme vous le disiez tout à l'heure, et peut-être même les talents, les dons que j'ai. Et est-ce que je vais décider de les mettre en œuvre ou est-ce que je vais les cacher parce qu'ils ne sont pas forcément en harmonie avec les préceptes de la société? Il y a un moment où dans la vie d'un homme, je parle d'un homme, d'un humain, d'un homme et d'une femme, il y a un moment où il faut savoir dire là, ça ne me convient pas et je vais le vivre différemment. Mais vivre différemment, ça n'est pas s'opposer. Quand nous parlions tout à l'heure d'utiliser l'intégrité dans l'entreprise, alors qu'on sait très bien que toutes les entreprises et tous les deals, toutes les négociations d'une entreprise ne sont pas toutes parfaitement éthiques, eh bien il faut déjà faire la différence entre l'éthique et la morale.
La morale, c'est général. L'éthique, c'est personnel. Pour faire simple, hein. Ça veut dire le même mot. Il y en a un qui a une racine romaine et l'autre latine, et l'autre qui a une racine grecque, mais ça veut dire la même chose. Mais sauf qu'en français, on a fait une distinction entre l'éthique qui est personnelle, c'est mon éthique. Est-ce que je suis aligné avec mon éthique et à ce moment-là, je vais pratiquer mon intégrité, ou est-ce que je sais que la morale de mon entreprise, elle est plus ou moins droite, mais je vais composer et je peux composer avec. On n'oblige pas les gens à devenir intègres pour se faire licencier de leur entreprise. Même si certaines personnes intègres disent, mais moi, monsieur le patron, vous me demandez ça, je ne le ferai pas. Ou moi, monsieur l'ingénieur, vous me demandez de faire ça, je préfère vous donner ma démission. C'est pas à ça qu'on oblige, même si c'est un critère d'intégrité. Ce qui est par contre essentiel, c'est d'être conscient de la situation dans laquelle on est, et de composer avec, et peut-être, pour que ça passe mieux, d'en parler avec les autres, et c'est un des objets de nos lundis. Est-ce que vous avez un commentaire à faire par rapport à la question ? Oui, bah écoutez, les forces qu'on a, le désir, comme le disait Philippe, est la force de base, hein, parce que c'est celle qui déclenche toutes les motivations derrière, tous les outils qui sont à notre disposition. La force, la vigueur, etc., l'endurance, la ténacité. Bah écoutez, oui, sans ce désir, c'est compliqué. Et maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est quand on n'a pas de désir affiché, quand on ne prend pas conscience qu'on a envie de quelque chose. C'est-à-dire quand on ne sait pas qui on est, en fait. C'est ça, si on ramène le propos à sa source, c'est quand on ne sait pas qui on est, on ne peut pas avoir de désir puisqu'on ne sait pas qui on est. Oui. Donc à partir du moment où on a des désirs, ou un désir, ou plusieurs, on sait déjà une partie de ce qu'on est. Ce qui correspond au désir, effectivement. Donc l'idée, c'est que quand on n'a pas de désir, de se poser la première question, c'est pourquoi je n'ai pas de désir. Et là, on va commencer à exister. Et c'est quand on se pose la question pourquoi je n'ai pas de désir qu'on va trouver les raisons d'en avoir. Je disais souvent à mes enfants, et je le dis toujours d'ailleurs, maintenant je le dis à mes petits-enfants, souriez sans raison, vous trouverez des raisons de sourire. C'est pas de moi, ça a été dit par des sages bien plus sages que moi. Moi je le suis pas en plus, donc voilà, donc on est tranquille. Mais c'est exactement ça. Il faut générer la nécessité de se poser des questions. Alors, est-ce que c'est important de se soucier de ce que pourraient penser les gens sur nous ? Pour ma part, j'ai pas terminé l'histoire du maître zen parce que je voulais pas prendre l'antenne pendant des heures, mais il y a la chute de cette petite fable. Elle est simple. Le maître zen dit il y a des gens qui courent après le bonheur et puis il y a des gens qui le créent. Ceux qui courent après, c'est parce que, en fait, ils sont obligés de changer de personnalité en fonction des gens qu'ils croisent. C'est-à-dire qu'il rencontre un scorpion, ben, il va se mettre à devenir aussi violent que le scorpion. Il rencontre quelqu'un d'autre et puis bon, il va mordre s'il rencontre un crocodile. Et ceux qui créent le bonheur, ce sont ceux qui restent eux-mêmes. Parce qu'ils créent leur propre bonheur. En étant eux-mêmes, ils créent leur bonheur. Et en créant leur bonheur, ils se rendent heureux aux yeux des autres, ce qui peut générer effectivement le bonheur par transitivité. Et l'idée, en fait, de la conclusion de la fable, c'est de dire, si c'est pour changer à chaque fois, pour faire plaisir aux gens, eh bien, ça, c'est m'occuper plus de la réputation que j'ai que de ma propre personne. Or, ma réputation, c'est le problème des autres, et qu'ils gardent leurs problèmes, et moi, je reste comme je suis. Et c'est tout à fait ça qui est important. Et c'est... Tout à l'heure, Philippe disait, un monsieur à qui on demande quelque chose de négatif, quelque chose de pas très sain, ou en tout cas qui ne correspond pas à son éthique dans une entreprise ou dans un parti ou Dieu sait quoi, on lui dit tiens, il faut faire ça. Si c'est pas dans le sens de son éthique, il ne doit pas le faire. S'il accepte de le faire, il se perd, il se rend lui-même malheureux, parce que d'abord il lutte contre lui-même. Et deuxièmement, il ne se pardonnera jamais d'avoir fait ce qu'il a fait. Et ça va rester dans un coin de son esprit et ce sera un point noir de plus qui s'ajoutera à tous ceux qu'il aura commis pendant toute sa vie et qui vont lui donner des raisons d'être malade. Parce qu'il arrive un moment où il faut qu'on règle nos comptes.
Et moi, je ne crois pas qu'il y ait un Dieu méchant qui nous punisse et qui nous envoie en enfer. Je pense que l'enfer, c'est nous qui le décidons. Et qu'à partir du moment où on est effectivement plein de petits points noirs dans l'arrière de sa tête, il arrive un moment où on se dit, bon, allez, voilà quoi, il faut passer à la caisse quoi. Je veux dire, il faut que je paye pour ce que j'ai fait. Alors c'est une façon un peu triviale de le dire, mais c'est grosso modo, c'est ça l'idée. Alors je ne dis pas que tous les gens qui sont malades le font parce qu'ils ont fait quelque chose de mal dans leur vie. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que c'est une des raisons. Après, il y a d'autres raisons, comme je l'ai dit tout à l'heure, la reconnaissance de soi, l'envie d'être aimé, etc., etc. Il y a tout un tas de raisons qui poussent les gens à désirer quelque chose. Cela étant dit, ayons des désirs, ça nous permettra au moins de nous poser des questions. Monsieur Blot-Lefebvre, avez-vous quelque chose à dire? On vous écoute. Quand vous m'avez invité, je devais venir seul. Mais notre sujet est suffisamment important pour ne pas être dogmatique et ne pas être l'opinion et le point de vue d'une personne. Même si je sais que François n'est pas toujours d'accord avec moi, François de Martineau. Et justement, c'est ça qui est intéressant. Et ça pour répondre à votre question, c'est que quand je dis quelque chose, quand je pense quelque chose, quand je transmets, François peut parfaitement avoir un point de vue différent. Et là, j'ai deux attitudes possibles. Soit je lui dis, il n'est pas d'accord avec moi, ça m'ennuie, et je suis dans son jugement qui va me peser. Or, pas du tout, parce qu'il n'a ni plus ni moins raison. Il n'y a pas une raison. Il y a 7 milliards de raisons sur Terre, autant que d'hommes sur la planète. Mais par contre, je vous promets que le fait que nous ayons réussi dans nos individualités à abonder un sens partagé avec votre émission, ça c'est une vraie source de bonheur, et c'est une vraie source de bonheur, et ça me donne la santé pour la soirée. Je vous promets que je ne vais pas me coucher avant minuit, parce que ça me rend vraiment heureux, et je sais que les auditeurs qui nous entendent à l'instant ressentent ce que je suis en train de dire. Alors que si j'étais en train de dire quelque chose de différent, qui serait que oui, mais finalement, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, etc., les auditeurs le ressentiraient et en seraient peinés. Donc je leur dis, je leur confirme que nous sommes dans un sens que nous partageons et qui est respectueux de nos intentions individuelles, ainsi que de celles de tous les auditeurs. Mais qu'ils nous rejoignent tous les premiers lundis du mois, et je pense que nous allons faire un très beau chemin tous ensemble. Eh bien, le temps passe extrêmement vite. On est déjà arrivé à la fin de cette émission. Alors, juste avant de rappeler les informations concernant, est-ce que vous avez une dernière phrase, une petite conclusion, un dernier message à faire passer aux auditeurs? On a quelques minutes. Voilà, on vous écoute, Monsieur Blot-Lefebvre ou bien Monsieur de Martineau. Je crois qu'on a tout dit. Oui, on a parlé de l'intégrité. Soyez intègres avec vous-même, ça n'est pas un ordre, c'est une piste de réflexion. Recherchez autour de nous les gens qui nous reconnaissent comme tels. C'est évidemment un début de la reconnaissance de l'autre, mais pas pour être jugé par l'autre, mais au contraire pour avoir l'occasion de dire mais finalement nous n'avons pas la même définition. Ta différence m'enrichit. Moi j'explique tout. À longueur d'année, quand quelqu'un vous énerve, quelqu'un vous agace, ce qui vous agace chez l'autre, c'est une partie de vous-même que vous n'avez pas voulu travailler. Donc, ressentez cet agacement, prenez-le en me disant tiens, moi aussi, et effectivement, nous allons faire du chemin. Donc, cette voie de l'intégrité est un moyen de rassembler tous les peuples, tous les hommes de la planète, toute l'humanité, indépendamment des langues, des cultures, parce que justement, nous pouvons tous avoir notre intégrité respectueuse de celle des autres et qui forment un ensemble cohérent. Bien, merci beaucoup pour votre présence. On va tout de suite, avant de se quitter, passer à la dernière page promotionnelle. Monsieur François de Martineau, administrateur de l'Académie du Sens, et Monsieur Philippe Blot-Lefebvre étaient nos invités ce soir dans le cadre de l'émission Santé et Spiritualité. Philippe Blot-Lefebvre, conférencier professionnel, coach en créativité de l'entrepreneuriat et président de l'Académie du Sens. Pour le joindre, c'est très simple, il vous suffit de l'appeler au 06 07 54 32
0207 ou bien de lui adresser un email à philippe@bloslefebvre.fr, philippe@bloslefebvre.fr. Vous pouvez également consulter ces sites internet. Notez bien donc www.blspeaker.com, www.blspeaker.com et aussi le site academiedusens.org, www.academiedusens.org.